Chers téléspectateurs de Africa TV, bienvenue dans cette émission Interrogeons-nous. Vous savez, c'est l'émission au cours de laquelle nous nous interrogeons sur des concepts, sur le sens qu'ils peuvent porter, sur le sens qu'ils peuvent décliner et sur l'orientation qu'on peut leur donner, toujours dans un esprit de discussion. Bonjour, professeur Mouchili. Bonjour et merci pour cette nouvelle invitation. Ça faisait longtemps que je n'étais pas sur vos plateaux, mais je veux qu'il est opportun d'y revenir. Merci, professeur. Merci de venir chaque fois que nous souhaitons vous avoir pour que nos téléspectateurs s'approprient les concepts. Ce matin, nous voulons discuter sur la logique et la démonstration philosophique. Et comme vous le savez, notre intention, sachant bien que l'essentiel est dans la définition, parce que la définition permet de clarifier, la définition permet d'apporter les limites, la définition permet de dire ce sur quoi on doit travailler et ce sur quoi on ne doit pas travailler. La définition met un encadrement sur le concept qu'on doit discuter. Nous faisons toutes ces précisions pour que les téléspectateurs qui nous écoutent et qui quelquefois ont la faiblesse de ne pas toujours définir les choses sur lesquelles ils veulent parler, mettant ainsi de côté les règles de la méthodologie de Descartes, qui demande de toujours bien savoir ce sur quoi on discute. Voilà, il est important de mettre le cadre avant de commencer une discussion. Professeur Mouchili, qu'est-ce que la logique? Il faut commencer par dire que dans chaque domaine de savoir, il y a une méthodologie qui est caractéristique de la démarche, de la pensée dans ce domaine. Et justement, on dit qu'une science est caractérisée par son objet et sa méthode. Et sa méthode. Oui. Et pour le cas d'espèce, nous sommes en philosophie. Et il faut déjà dire que depuis Aristote, déjà, si on veut bien commencer à ce niveau de l'Antiquité grecque, on a constaté que la philosophie ne devrait pas être un discours dispersé, mais qu'il faudrait donner au langage philosophique la rigueur nécessaire pour ne pas que les pensées que l'on déploie se fassent dans le désordre. Et pour cela, il a voulu structurer, organiser le fonctionnement du langage philosophique de manière à ce qu'on y observe une cohérence, un principe de nécessité dans la succession des propositions qu'on peut avoir à l'intérieur d'un argument. Mais seulement, il faut dire que avec le temps, on a constaté que le principe de syllogisme pensé par Aristote était généralement tautologique et qu'il fallait entrer dans une logique de discursivité qui donnait au déplacement de la pensée philosophique une sorte de progression dans ces énoncés et une sorte de dynamique dialectique qui ferait en sorte que on soit en train d'avancer. Par exemple, quand nous disons dans la logique aristotélicienne, je vais prendre un exemple d'un syllogisme. Quand je dis tous les hommes sont mortels, Socrate est un homme dont Socrate est mortel. Là, on a affaire à 3 propositions. Voyez-vous? Bon, mais toutes les 2 propositions qui suivent la première sont déjà contenues dans cette première. Ça veut dire on aurait pu réduire ce syllogisme à une seule proposition. Socrate mourra comme tous les hommes, par exemple. Bon, maintenant, est-ce que il faut rester dans cette sorte de discours tautologique qui ferait en sorte que l'analyse philosophique se réduise à ce que Emmanuel Kant a appelé le rationalisme dogmatique. C'est-à-dire ne pas avoir dans le cursus, dans le processus de la pensée, le fait que l'idée, le concept ne peut pas être né d'une raison autosuffisante. Un peu comme la pensée de Descartes en son temps, qui croyait en une raison qui serait le point archimédique de la pensée ou du raisonnement, parce que selon lui, la raison étant autosuffisante, elle trouverait en elle-même l'objet de ses investigations.
Mais seulement si la raison n'est pas ouverte au monde dans lequel elle vit, il y aurait comme une sorte de scission entre la réalité vécue et le discours philosophique. Et la philosophie ne peut pas se réduire à une simple réflexion ontologique. Vous voyez, Leibniz en son temps va se poser la question de savoir pourquoi on n'introduirait pas la démarche logique mathématique. Cette fois-là, on emprunterait à la mathématique son mode de fonctionnement. Et vous voyez que chez Kant, il dit qu'il faudrait que les concepts philosophiques, les propositions philosophiques se fassent comme des jugements synthétiques a priori. Parce qu'on ne saurait enfermer la raison sur soi. Et à ce niveau, il reprend les propositions de David Hume qui pense que si on doit connaître, il faut qu'on sache que sur le monde extérieur, le monde de l'expérience, la sensibilité qui nous renseigne sur l'existence des choses et nous permet de parler. Donc, il faudrait donc construire la pensée de façon à ce qu'elle comporte en elle-même un principe de discursivité, de progressivité à l'intérieur de ces énoncés. On est là dans un héritage platonicien. Oui, on est dans un héritage platonicien, oui. Sauf que le principe de la raison autosuffisante va être détruit à partir du moment où Leibniz pense la nécessité de modification du langage logique, c'est-à-dire du passage du syllogisme aristotélicien à la logique mathématique qui donne lieu au mode de pensée philosophique moderne ou contemporain. Voyez-vous? Donc aujourd'hui, et ça va même engager un changement de paradigme dans la méthode qu'on veut être la méthode philosophique. Parce que quand vous lisez, par exemple, Bernard d'Espagna dans le traité de physique et de philosophie, il vous dit bien que aujourd'hui, la réflexion philosophique ne peut plus se limiter à la réflexion ontologique. Mais il faut que la réflexion, on passe de la réflexion ontologique à la réflexion épistémologique, non pas pour dire que la philosophie doit se limiter à l'épistémologie, mais pour dire que puisque le langage philosophique, lorsqu'il procède à une démonstration, le fait aujourd'hui comme les sciences le feraient dans leur démonstration, alors ce langage devrait être un processus d'impression, d'une construction, d'une pensée dont la vérification dans le cours de l'existence est possible. Voyez-vous, il ne s'agit plus de la construction idéale des notions qui pourraient ne pas avoir d'impact sur le cours de l'existence, un peu comme chez Platon, dont la recherche consiste à retrouver ce qui la construction des idées. Oui. Tout simplement à retrouver ce qui est en soi. Oui, parce qu'il ne faut pas souiller la pensée, la connaissance avec des choses relevant de la corruption et de la génération. Et vous voyez, le déploiement de la pensée cartésienne, par exemple, lorsqu'il parle même de métaphysique, quand même il parlerait d'une raison autosuffisante, mais il faut savoir que la métaphysique cartésienne consiste à répondre à des questions fondamentales. Quelles sont les conditions de possibilité de la connaissance? Non? Comment connaître, comment est-il possible de connaître et comment procède-t-on pour établir des connaissances? Sauf que lorsqu'on lit le discours de la méthode et les méditations métaphysiques, on a l'impression que Descartes ne s'ouvre pas totalement à la démarche qui implique l'introduction de la méthode philosophique l'implication de l'expérience. Mais, sauf que Descartes, de toutes les œuvres de Descartes, il y a une sorte d'évolution de la pensée. Parce que quand Descartes, le livre qui est publié à titre posthume, le traité du monde, le traité du monde va bien démontrer que Descartes est scientifique. Et lorsqu'il pose les principes physiques qui démontrent la loi de la réflexion ou la loi de la réfraction, oui, réflexion et réfraction, on sent bien que Descartes n'est pas resté dans une sorte de réflexivité qui l'enferme dans sa seule raison. Et donc, il n'a pas cet esprit monadologique qui fermerait le sujet sur soi. C'est une évolution.
mais qu'on observe surtout dans le traité du monde. Professeur, parlons de la démonstration. Oui. C'est quoi la démonstration? Oui, la démonstration est la méthode avec la façon dont s'enchaîne la déclinaison des concepts dans la rédaction d'une idée ou d'un problème, ou bien dans la résolution d'un problème, dans l'analyse d'une donnée. Voyez-vous, dans cette démonstration, on ne parle pas n'importe comment. Il faut donner à la pensée une discipline et qu'elle n'aurait pas si on croyait qu'il fallait, si on avait l'intention de croire qu'il suffit de juxtaposer des concepts pour construire une connaissance. C'est à ce niveau, quand on parle de démonstration, qu'il faut apprécier Descartes au moment où il dit qu'il n'est pas question dans la recherche de la connaissance de remplir des têtes, d'avoir des têtes pleines, mais il est davantage nécessaire de savoir que la connaissance consiste à façonner les têtes pour qu'elles soient bien faites. Voyez-vous, à ce niveau, on comprend pourquoi la méthodologie en philosophie doit répondre à l'exigence d'objectivité qu'on retrouve dans les sciences. Et vous savez, dans les sciences, ce qui construit ou constitue l'objectivité, c'est au moins 3 principes. Le principe de logique, le principe de nécessité et le principe d'universalité. Le principe de logique parce que l'enchaînement des idées dans une démonstration ne se fait pas au hasard, ne se fait pas de façon disparate ou de façon juxtaposée, mais il s'agit d'une continuité qui crée l'implication nécessaire dans l'enchaînement des idées. Le principe de nécessité signifie donc, si il arrivait que dans un argument, une proposition ou un concept vienne à disparaître, on n'aurait plus la nécessité qu'exige l'enchaînement des idées se perdrait. Voyez-vous? Et c'est quand il y a cette nécessité et que dans le processus d'analyse, on arrive à montrer que pendant aussi longtemps qu'on soumettra l'idée qu'on est en train de développer à des tests de vérification, à des tests qui font en sorte que l'idée résiste aux tests, parce que selon qu'on est en philosophie ou en science, les tests sont les critiques qu'on peut apporter à une idée. Voilà. Selon que ces tests, selon que ces concepts résistent, selon que ces arguments résistent, alors on est sûr que les autres, en apportant leurs réflexions, restent convaincus que pendant ce temps-là, au moins, l'idée-là peut être comprise comme universelle. Donc, c'est ça qui implique le principe d'universalité. Ces 3 principes donnent lieu à ce qu'on appelle l'objectivité en science. Bon, maintenant, dans les applications scientifiques ou les applications argumentatives en philosophie, on aura en science la méthodologie qui nous permet de vérifier ou de tester. Parce que là, il y a un principe expérimental qui entre en jeu dans les sciences. Mais aussi, il faut savoir que la philosophie ne construit plus ses idées en ignorant la marge de la science dans l'histoire. Et c'est pour cette raison que Leibniz, en son temps, a eu la présence d'esprit de penser déjà qu'il fallait ouvrir le discours philosophique à l'intégration en son sein de la logique mathématique. Du coup, on doit considérer que la démonstration doit être logique. Absolument. Absolument. C'est un principe nécessaire, fondamental en philosophie. Sinon, on est dans des phrases détachées. Sinon, on est dans la juxtaposition des idées. Voyez-vous? Donc, il faut nécessairement que lorsque je réponds à une question que je me suis posée, cette question doit émerger en fonction de sa formulation, de sa nature, une structure méthodologique qui m'impose un plan, non pas qui se juxtapose au sujet, mais qui est qui est la résultante de la nature du sujet. Oui, oui. Dernière déclinaison de définition avant qu'on ne poursuive. Maintenant, qu'est-ce que la philosophie? La philosophie, c'est difficile de définir la philosophie, mais
il faut savoir que au niveau de l'objectif de la philosophie, on peut dire que c'est la réflexion permanente sur la condition humaine. Au niveau méthodologique, on peut dire qu'il s'agit d'une réflexion critique dont le principe est, le principe est caractérisé par non pas la nécessité de fondre la philosophie dans la science ou dans un autre domaine de savoir, mais c'est un discours déterminé par la volonté de trouver le sens de ce qui caractérise l'existence. Parce que notre existence s'est définie à partir du sens qui consiste en une double approche. L'orientation, c'est-à-dire la direction, et la signification. Maintenant, réfléchir pour comprendre la destination que l'homme veut suivre en termes du fait qu'il se projette dans l'existence, en se défaisant de toute forme de déterminisme, alors cette projection ne se fait pas dans un discours ésotérique, mythique, mystique, mais dans un discours rationnellement fondé et dont la méthode prescrit une discipline à l'exercice même du pouvoir de penser. Alors, lorsque on est en philosophie, on aborde des questions qui dépassent le simple cadre de la science. On aborde des questions qui dépassent le simple cadre des disciplines qui pourraient être partielles ou partiales dans le traitement de la nature de l'homme. C'est pour ça que la philosophie a cette tendance à être un savoir totalisant. Professeur, est-ce qu'on doit dire dépasser ou prolonger? Est-ce que la philosophie, en tant que questionnement, questionnement sur tout, n'est pas justement, au lieu d'être une discipline, un organon, un instrument qui permet de bousculer la science elle-même et d'aller dans ses retranchements? Non, ce qu'il faut dire, il faut plutôt inverser et dire que l'organon, c'est l'instrument logique qu'utilise la philosophie pour se faire dans sa constitution, qu'on dit sui generis. Est-ce que la philosophie n'est pas elle-même instrument? Bon, par rapport à l'homme, oui, mais instrument au premier sens du terme, je ne crois pas, parce que la philosophie est la révélation de l'intelligence de l'homme dans le processus qu'est l'histoire. Voyez-vous? Et il y a plusieurs domaines de savoir auxquels l'homme pourrait se donner. Voyez-vous? S'investir. Il pourrait s'investir dans plusieurs domaines de savoir. Mais il faut savoir que la particularité de la philosophie, c'est la recherche fondamentale du sens de ce qui constitue l'atmosphère dans laquelle se déroule l'existence. Et même la signification de l'homme, qui peut-être est construite à partir de recherches biologiques, chimiques, physiques, ne permet pas, ces sciences biologiques, physiques, chimiques ne permettent pas d'avoir à évaluer la caractéristique qui est l'humanité en l'homme. Parce que l'humanité en l'homme est la mise en valeur, la mise en œuvre d'un ensemble de potentiels qui se développe pendant le processus de croissance d'un individu, de formation, d'éducation, d'expérience personnelle. Bon, maintenant, comment l'homme arrive à découvrir en lui
la façon de faire usage de toutes ces potentialités. Alors, en s'interrogeant. Oui, en s'interrogeant, mais comment parvenir à la modalité de s'interroger? Parce que quand je veux dire la capacité, alors c'est déjà un potentiel latent, une puissance. mais oui, mais qui peut s'exprimer ou ne pas s'exprimer selon qu'on est inséré dans la société et selon qu'on est pris en charge par un système éducatif ou de formation. Peut-être qu'il faudrait des modalités de stimulation de la volonté. Oui. Pour que le questionnement se pose et s'impose comme le moyen d'existence. Oui. C'est à ce niveau que la formation, l'éducation, l'expérience personnelle sont les stimuli qui constituent le déclic d'une mise en œuvre de ce potentiel qu'est la pensée. Oui. Parce que la pensée n'est pas un don qui se manifeste comme si l'homme était étranger aux manifestations de sa propre humanité. Non. C'est l'homme qui s'investit à se donner un sens, en se dégageant des déterminismes naturels pour faire de ses potentiels, ou alors pour faire intelligemment usage de ses potentiels. En tout cas, s'il y a questionnement, il y a évacuation de tout. Il y a potentialité d'évacuation de tout. Oui, il y a potentialité d'évacuation de tout. Mais on ne peut pas évacuer. C'est vrai que l'histoire de l'homme caractérise celui-ci comme un parcours qui consiste en une succession de négations. Oui. Négation du déjà là. Et du coup, au profit d'un devoir être ou d'un... Je peux perdre l'idée, permettez. Oui. Est-ce que justement, ce questionnement ultime, je mets entre guillemets, sans limite, ne dessert pas justement la philosophie, qui fait comme si finalement on se retrouve dans une existence où l'homme serait sans garde-fou? Non, ça ne dessert pas la philosophie. La curiosité est une caractéristique fondamentale de la nature humaine. Voyez-vous? Et il n'y a pas de limite à la curiosité. Et il n'y a pas de limite à la recherche des conditions de réalisation de ce vers quoi nous mène notre curiosité. Et il faudrait savoir que la connaissance n'est pas la recherche du connu. La connaissance est un saut dans l'inconnu. Bien sûr. Ne demandons pas à l'inconnu de se manifester à nous comme nous souhaitons. Mais satisfaisons-nous de ce que l'inconnu nous procure. Quitte à ce que le déploiement, par exemple, dans le domaine de la technologie, de cette culture de curiosité pourrait peut-être, dans certaines conditions, nous amener à nous mettre en danger. Mais si on ne vit pas dangereusement, parce qu'on est curieux, comment alors nous faire pour comprendre l'univers? Professeur, vous et moi comprenons ça parce qu'on fait l'exercice. Sauf que nous ne faisons pas l'exercice pour nous seuls, nous faisons l'exercice pour les communautés auxquelles nous appartenons. Sauf que ces communautés-là, et j'invoque une autre notion, c'est la notion d'équilibre, ont besoin d'être équilibrés, de se stabiliser, d'avoir des appuis sur lesquels ils peuvent fonder leur existence. L'illimitation du questionnement, de la curiosité, du désir de science, tout le monde ne peut pas l'apporter. Je repose ma question. Est-ce que justement, la philosophie, ce questionnement-là, sans limite, sans arrêt, n'est pas un inconfort, ce que j'ai appelé garde-fou tout à l'heure, pour le sujet humain? Non. Est-ce qu'on ne peut pas tolérer, est-ce que de temps en temps on ne doit pas tolérer que des gens disent, pour nous, le principe existant, c'est ceci? Il faut savoir que quelqu'un comme Claude Allègre a écrit un ouvrage intitulé « Un peu de science pour tout le monde ». Ça veut dire, il y a nécessité de vulgariser la science. Même si la science en soi n'est pas vulgaire. Elle est élitiste. Dans le processus d'acquisition de celle-ci, c'est l'élite qui accède à la science. Mais ceux qui n'ont pas eu l'occasion de faire la science ne doivent pas être ignorants des possibilités qu'offre la science.
Voyez-vous? Oui. Donc, à ce niveau, il faut vulgariser la science. Ça veut dire que notre univers n'a pas besoin d'avoir une frange de l'humanité qui serait absente dans le jeu ou bien dans le concert du monde qui concerne la réalisation d'un univers techniquement démontré. Voyez-vous, quelle est la signification du monde sans la science? C'est le brouillard. Prof, quelqu'un va poser la question autrement. Quelle est la signification du monde sans Dieu? Nous entendons ça de l'autre côté. Oui, oui, on entend ça. Mais seulement on ne peut plus remettre en question le principe évolutionniste. Le débat au sein des scientifiques, même les plus croyants, il n'est plus question dans le débat scientifique ou philosophique de savoir si nous, on est la descendance d'un système créationniste. Non. Le débat est, l'évolutionnisme est validé. Maintenant, l'homme arrive-t-il au monde selon, à partir d'un désordre cosmique, d'un hasard ou d'un principe de nécessité? Et c'est le débat qui peut opposer Jacques Monod à Trinh Xuan Thuong qui parle du principe de nécessité en parlant de l'entropie. A-N-T-H-R-O-P-I-E. Parce que l'entropie signifie on accepte l'évolution, mais il faudrait comprendre que les choses se sont succédées dans l'univers. C'est-à-dire de façon à ce que l'homme arrive finalement au monde. Ça, c'est l'entropie avec A. Mais il y a une autre forme d'entropie, E-N-T-R-O-P-I-E, qui admet, et là, il faut voir ce que Jacques Monod dit dans le hasard et la nécessité. Il montre, il pense que l'homme, bon, ça c'est en mes termes, est le résultat d'un immense bricolage cosmique. Il n'y a pas eu un principe de nécessité impliquant l'indispensabilité de l'existence de l'homme dans l'univers. Oui, nous sommes arrivés au monde. Nous avons la chance d'être intelligents. Nous pouvons domestiquer ce monde. Mais ne croyons pas que nous y sommes arrivés par nécessité. Parce que il n'y a rien parmi les déterminants de la structuration, de la formation, de la construction du monde qui permet de prévoir une succession nécessaire qui donnerait lieu à l'homme à un moment donné du temps. Sortons de cette... revenons sur des questions de méthode. Est-ce qu'il faut essayer d'établir une équivalence entre la philosophie et la logique? Non, il ne s'agit pas d'une équivalence. Il s'agit du fait que la logique est un instrument pour la philosophie. C'est l'ustensile que la philosophie utilise pour se déployer. À ce niveau, la logique n'est pas en soi une science, mais un principe méthodologique qui détermine et fonde la rigueur argumentative qu'on a en philosophie. Prof, quel rapport entre la logique et la cohérence? La logique est le principe déterminant de la cohérence d'un discours. Oui, oui. Et du coup, la démonstration vient s'inscrire entre les deux, à la fin, au bout, en termes de méthodologie. Bon, maintenant, la démonstration dépend de la nature du problème qu'on est en train de traiter. Le problème peut être posé de manière à ce que nous soyons obligés d'aborder cela par une approche historique. Mais on peut être dans des circonstances où il faut l'aborder à partir d'une approche analytique. On peut être obligé d'utiliser l'herméneutique ou alors une méthode comparée. Voyez-vous? Oui. Tout dépend de la nature et de la formulation du problème. Et dans la nature et la formulation même du problème, il se dégage de façon nécessaire, pas au choix. Quand vous avez structuré une thématique par exemple, lorsque vous voulez rédiger une thèse, la structure permet de déceler dans la formulation du sujet ce qu'on appelle, ce qu'on entend par nature du sujet. Oui. Et
lorsqu'on a réussi à comprendre quelle est la nature du sujet, c'est ce sujet, dans sa structuration, qui détermine le plan de notre argumentation. Et non qu'il y aurait un plan standard qu'il faudrait plaquer à tous les sujets. C'est à ce niveau que la logique prévaut comme l'instrument permettant au discours philosophique de se faire suivant un système, un mode d'intelligibilité acceptable par tous. On pourrait vous rétorquer que les concepts qu'on manipule ont du sens ou ont des sens qui peuvent être différents. Et qu'en fonction de la compréhension et la définition, que le candidat donne à ces concepts, au sens qu'il donne dans sa démarche, on peut avoir des résultats différents. Justement, c'est la raison pour laquelle j'ai dit que lorsqu'on est face à une question philosophique, s'agit si on veut faire une dissertation, on veut rédiger un mémoire, une thèse, lorsqu'on a formulé son sujet, on doit se poser la question, quelle est la nature de ce sujet? Et c'est en fonction de la nature du sujet qu'émerge, c'est-à-dire de la structure du sujet émerge le plan. Ça émerge de la nature du sujet. Et non qu'il existerait des méthodes qu'on plaquerait, en fonction du sujet. Non. Voyez-vous? Oui. Ça signifie quoi? Il s'agit de comprendre ce qui a fait, ce qui a amené des gens comme Michel Onfray, Luc Ferry, à travailler beaucoup sur la compréhension qu'on doit avoir de la méthode en philosophie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que lorsque on travaille en philosophie, d'abord, il faudrait savoir que la philosophie, parce que ça va de soi qu'on pense que la philosophie est l'histoire de la philosophie. Si je vous avais à faire un cours de philosophie politique et que vous arrivez dans la classe, c'est-à-dire, on donne un cours de philosophie politique à 2 enseignants. L'un arrive et écrit pour sujet au tableau de son cours la politique chez Platon ou la politique chez Hobbes. Un autre arrive et pense comme sujet la démocratie dans le contexte néolibéral. Vous voyez? Le contexte néolibéral est le nôtre. La démocratie est, selon l'opinion publique mondiale, le mode de gouvernement qu'il faut adopter dans les pays modernes. Voyez-vous? Parmi les 2 enseignants, il y en a un qui s'inscrit dans l'histoire de la philosophie politique. Oui. C'est-à-dire, il n'est pas en train de faire de la philosophie politique. Parce qu'il peut y avoir un cours d'histoire de la philosophie politique. Oui. Mais c'est celui qui pense la démocratie dans le système néolibéral. C'est le contexte vécu. Parce que la philosophie doit être la prise en charge de son temps par la pensée. Lorsque vous réfléchissez comme philosophe, il faudrait vous demander quels sont les problèmes de votre temps et comment la pensée peut-elle prendre en charge ces problèmes en vue de se projeter en faveur d'un type de résolution ou dans un processus analytique qui pourrait présager des possibilités de résolution. Alors, en ce moment, lorsque vous dites dans un cours de philosophie politique, la démocratie c'est Rousseau, la démocratie c'est Hobbes, et quand un autre dit la démocratie dans le contexte néolibéral, mais c'est des cours différents. Il y en a un qui s'inscrit dans l'histoire et un autre qui s'inscrit dans la volonté de prendre en charge la philosophie politique telle qu'elle soit énoncée et sait vivre aujourd'hui. Parce que la politique chez Aristote ou bien le sujet d'histoire n'est pas nécessairement le sujet du philosophe. Non. Le sujet d'histoire est le sujet du philosophe. Oui. Mais comment faire la distinction
entre la philosophie et l'histoire de la philosophie. Bien sûr. Généralement, ça n'existe pas nécessairement. Ça va de soi qu'on fasse une confusion à ce niveau. Voyez-vous? Est-ce que il est difficile d'avoir un cours de philosophie politique, même de philosophie morale, qui ne porte pas nécessairement sur un auteur, qui s'inscrit dans une logique à la fois historique et contextuelle ou contextuelle. Oui. Maintenant, comment faire pour cultiver en l'étudiant qui est en salle et qui vous suit une personnalité intellectuelle? Parce qu'il faudrait qu'il ait sa propre personnalité. Oui. La philosophie, c'est à ce niveau que j'admire beaucoup l'un de nos enseignants, le professeur Hubert Mononjana, n'est plus une affaire de système. C'est dans des approches thématiques, en fonction du temps vécu, qu'on lit aujourd'hui ce qu'on entend par philosophie. Prof, est-ce qu'on peut faire discuter des historiens de la philosophie? Est-ce qu'on peut créer une discussion dans l'histoire de la philosophie? Oui, on peut créer une discussion dans l'histoire de la philosophie. Mais j'ai dit, lorsque nous formons des étudiants pour qu'ils soient des chercheurs, on veut qu'ils soient utiles socialement. Il faut qu'ils comprennent ce qu'est l'histoire de la philosophie. Et ça, ce sont des exercices scolaires. Oui, voilà. Les exercices scolaires. Oui. Mais maintenant, dans l'activité de recherche, on doit voir un candidat qui s'inscrit dans son temps et qui veut se projeter dans le temps en fonction de ce qu'il recherche, un avenir ou un futur pour soi-même. Voyez-vous? C'est ça le problème. À quoi ça sert d'être tout simplement platonicien de façon plate, alors même que nous avons aujourd'hui des questions qui sont les nôtres. Je ne dis pas qu'il faut ignorer l'histoire de la philosophie, mais je dis davantage que l'étudiant doit... Vous voyez bien, quand on est à l'université, les études vont en 3 cycles. Il y a le premier cycle de licence, où l'étudiant a le temps de s'exercer dans la connaissance des auteurs. Où l'étudiant apprend à lire. Ça veut dire s'inscrire dans la connaissance de l'histoire de la philosophie. Bon, maintenant, quand il accède au cycle de recherche, il apprend à savoir comment prendre en charge ce qu'il connaît de l'histoire et comment faire de l'histoire le bagage qui lui permet de s'inscrire dans le contexte qui est le sien afin d'être capable de se penser en pensant les problèmes de son contexte de manière à se définir comme celui-là qui peut être une chance pour son temps par rapport aux solutions qu'on recherche pour les problèmes ou les problématiques de son temps. Qui sont rencontrés. Oui. Prof, là où les méthodes en philosophie. Bon. Je me souviens que le professeur Mangabina nous disait en salle de classe, pour faire la philosophie, il faut sortir de l'aristotélicisme. Pour faire la philosophie, il faut sortir du platonisme. Bon, c'est vrai, c'est la liberté du chercheur, la liberté du philosophe, la capacité à questionner des méthodes très arrêtées pour sortir, voilà, pour créer de la nouveauté, Est-ce qu'on peut parler de la méthode en philosophie? Moi, je vous répondais exactement comme Gaston Bachelard. Tout discours sur la méthode est un discours de circonstance. Ça veut dire, lorsque je m'emploie à définir un problème en philosophie, le paradigme méthodologique dans lequel je m'inscris est défini par l'ampleur du problème et la formulation de ce problème. Voyez-vous? Donc, il n'y a pas une méthode pour tous les temps. Mais il y a une méthode à la fois circonstanciée et circonstancielle. Et pour cela, il faudrait qu'on sache que lorsque j'entreprends de parvenir à une construction philosophique à l'intérieur d'une thèse, d'un mémoire ou d'une dissertation, la méthode est fonction du plan que j'ai défini selon que le sujet a été libellé.
Parce que le sujet pourrait être libellé autrement que l'approche méthodologique changerait. Oui, oui. Professeur, nous tirons vers la fin de notre entretien. Peut-être que le problème de la logique dans la démonstration philosophique, c'est que en philosophie, on utilise les concepts. Pourtant, ceux qui parlent de logique au sens scientifique du terme utilisent des symboles. Mais Enscarcere a montré qu'en philosophie, on pouvait utiliser les symboles. Le discours philosophique peut être remplacé par des variables et des connecteurs logiques. Et c'est ça le cours que nous faisons en logique au département de philosophie aujourd'hui. Comment faire en sorte que le discours... Parce qu'il s'agit de dépouiller la philosophie de tous ces discours qui pourraient être soit hermétiques. Et il faut dépouiller la philosophie des concepts qui ne rentrent pas dans la discipline de l'esprit philosophique. Le philosophe n'est pas arrogant dans son langage. Le philosophe n'est pas dans une forme de grandiloquence lorsqu'il s'exprime, parce qu'il s'agit d'épater le public. Le philosophe n'est ni un homme politique, ni un journaliste. C'est pour ça que dans son discours, on assiste au déploiement des concepts qui renvoient aux qualités d'un homme froid et circonspect. Voyez-vous? Parce que le discours philosophique ne fait pas en fonction des états d'âme. Le discours philosophique est mené par un système rationnel qui ne s'intéresse pas à une sorte de rhétorique ou d'éloquence qui s'emploie dans d'autres disciplines, mais qui en philosophie rendrait vaseux, évasif ou oiseux le discours. Prof, est-ce que si en dépouillant le concept, est-ce qu'on ne dénature pas justement la philosophie? Non, on ne dépouille pas le concept. On dépouille la philosophie d'une conceptualisation. Hein? Par exemple, en philosophie, regardez bien ce que Wittgenstein dit. Il vaut mieux se taire quand on n'est pas sûr de savoir, quand on n'est pas sûr d'employer un discours opportun lorsqu'on veut faire la démonstration ou la description d'une chose. Le discours philosophique est l'un des discours les plus froids qui soit. Voyez-vous? Le discours philosophique ne s'encombre pas des coquilles malsaines, hein, parce que pour moi, c'est tout discours qui ne relève pas de l'humilité scientifique, parce que le philosophe parle comme le scientifique. C'est l'humilité qui le caractérise. C'est ça qui fait la différence entre le philosophe et les autres experts en d'autres disciplines. Généralement, même dans tous les domaines de savoir, le discours invite à l'humilité. Professeur, dernière question, quel rapport entre la philosophie, la logique et le sens, en tenant compte que l'humanité peut être multisens? La logique est l'outil qu'utilise la philosophie pour produire le sens qui a deux volets dans sa perception: l'orientation et la signification. C'est ça qu'on peut établir comme rapport entre les trois concepts. Merci infiniment, professeur Mouchili. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis de bout en bout. N'hésitez pas à poser des questions, à faire des commentaires, et le professeur reviendra vers vous. Merci, prof. C'est moi qui vous remercie pour cette invitation. À très bientôt sur Africa TV.